Bonjour, je remercie professeur docteur Rajah Mohamed et tout le comité scientifique de l'association du corps médical de la wilaya de Chlef de m'avoir invité et d'avoir accepté ma communication. Les tests de dépistage d'infection à papillomavirus au CHU, Hospice Civil de Lyon, sachant que donc j'exerce dans ce laboratoire qui s'appelle l'Institut des agents infectieux. On a toute la bactério, viro, parasitomyco dans ce bâtiment, au deuxième CHU de France, et qui est le quatrième labo avec 5 centres nationaux de référence. Les papillomavirus, tout le monde les connaît, c'est une grande famille, très nombreuse. Parmi eux, il y a certains papillomavirus tels que les bêta qui sont en vert, qui donnent l'épidermodysplasie viruciforme, l'HPV 5 et 8, qui sont très connus. On a les condylomes acuminés tels que l'HPV 6 et 11 qu'on appelle de bas risque, et les papillomavirus à haut risque, tels que le 16, le 31, le 35, le 70, le 58, le 52, ou bien le 18, 45, 59, 68, qui donnent des lésions bas grade, haut grade, cancer, adénocarcinome. Et puis, vous voyez que chaque année, les chercheurs, ils classent les HPV qu'on découvre de nouveau. L'HPV 125, par exemple, en 2016, l'HPV 101 et 103 en 2007, et on évolue l'HPV 120 ici, qui a été découvert en 2012, et on est à la famille MUNU, alpha, bêta, gamma. Alors le VIH, on a VIH 1, VIH 2, l'herpès simplex, on a le 1 et le 2. Donc c'est une famille qui varie, qui évolue et qui se développe chaque fois. Et donc on a les papillomavirus qui donnent des lésions aussi chez le lapin, chez les bovins, chez les caprins, le singe, le cheval et le dromadaire aussi. Chez l'homme, on a au moins 200 sous-types et variants, dont au moins 40 qui touchent le tractus anogénital humain. Et on est à presque à 22 HPV au risque qui sont donc répertoriés ici, tels que par exemple, je vous ai rajouté ici le 53, le 66, 68, le 70, 73, 82, 85, qui n'étaient pas classés il y a 10 ans en HPV au risque. Maintenant, ils sont classés au risque. Et pour expliquer rapidement l'oncogénèse de ces HPV, c'est que ce sont des virus nus, taille 50 à 55 nanomètres, très petits virus qui n'ont pas d'enveloppe. Donc, c'est des virus nus, ils n'ont que la capside. La majorité de la capside, c'est la protéine L1, L2, elle est mineure, et puis on a les protéines early proteins, c'est les protéines précoces, E1, E2, E4, E5, E6, E7. Il n'y a pas E3, elles existent que chez les papillomavirus bovins. Et vous voyez que ces protéines early précoces, ils jouent un rôle dans la régulation cellulaire, alors que L1 et L2, elles constituent la structure de la capside virale. Et vous voyez ici, E6 et E7, elles jouent un rôle d'inhibition, de retard de croissance cellulaire. Elles inhibent P53E6 et E7, elles inhibent la protéine du rétinoblastome. Donc, c'est eux qui jouent le rôle de l'oncogénèse et on va le voir plus mieux expliqué. Donc, le génome du virus, il code pour à peu près 7200 paires de bases. Et vous voyez les protéines de régulation cellulaire. Tant qu'on a la protéine E2 qui régule, qui contrôle le cycle cellulaire, donc le virus, il est juste infectieux. Et vous voyez, à ce moment-là, le virus, il est circulaire. Quand il est circulaire, il est infectieux. Quand il y a une pénétration pénis-col ou pénis autre orifice, eh ben, à ce moment-là, relargage du virus à la partie supérieure de la jonction au niveau du col. Le virus, il ne va pas se multiplier dans la partie supérieure, au contraire, il va rentrer par pinocytose, il va atteindre la membrane basale du col, et quand il est au niveau de la membrane basale, il ne va pas se répliquer immédiatement, non, par l'évolution du tissu basal, l'augmentation et le développement du tissu, à ce moment-là, les virus ils vont se répliquer. Et vous voyez, quand il est infectieux, il n'y a pas E6, E7, on a les protéines E1, E2, E4, E5, et au fur et à mesure la stratification du tissu, les virus, au fur et à mesure qu'ils augmentent dans la superficie de l'épithélium, à ce moment-là, il y a l'apparition de E4, E2, L1 et L2, et à ce moment-là, rassemblage de toutes les composantes du virus, assemblage, et relargage du virion avec des millions et des milliards de copies de virus qui se retrouvent au niveau du col. S'il y a un autre
rapport sexuel avec un autre homme qui n'a pas le virus, eh ben, il va attraper ce virus. Et donc, c'est spécifique au papillomavirus. Et le fait que c'est spécifique au papillomavirus, donc le tissu, s'il y a le virus, il n'est plus infectieux, mais il est oncogène. Le fait qu'il est oncogène, ça veut dire E2 est absente, inhibé, E6, E7 est développé. E6, E7, c'est le virus en rouge qui va déformer l'architecture tissulaire de l'organe. Et à ce moment-là, le tissu, il est oncogène, malformation et déformation des tissus. À ce moment-là, c'est des cellules qui se prolifèrent à l'infini, car E6, E7 bloquent l'apoptose, bloquent la régulation de PC53 et PRB, et à ce moment-là, le tissu il est complètement déformé. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement E7, protéine oncogène du papillomavirus, elle bloque la protéine PRB, donc la P16-IK4A, hein, la P16-IK4A, elle est hyper élevée, d'où on la recherche en cytologie, en anatomie, pathologie. On fait un immunomarquage par P16, la protéine qui, elle donne à la cellule, c'est bon, il faut s'arrêter, il faut l'apoptose, c'est-à-dire la sénescence, et donner à une nouvelle cellule, eh ben, E16, elle est hyper exprimée parce qu'elle ne joue pas ce rôle, elle n'est pas active par PRB. Et à ce moment-là, on voit cette oncogénèse E7, E6 qui se développe et que la cellule ne meurt pas, ne s'arrête pas, et déformation de l'architecture des tissus. Pareillement, là, c'est très bien expliqué. E6, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous bloque PC-CON3, elle freine PC-CON3. PC-CON3 qui joue le rôle dans l'apoptose cellulaire. Elle dit à la cellule, tu vas mourir à telle période dans le cycle cellulaire normal. La cellule ne meurt pas et elle continue à l'infini. Inhibition de P21 aussi. Et E7, elle inhibe PRB qui va inactiver P16. Et P16, elle sera accumulée. Et à ce moment-là, on a l'accumulation de P16, accumulation de Ki67 cellulaire. Et donc, ce sont des marqueurs qu'on utilise en immunohistochimie, en labodanapathe, pour marquer et confirmer qu'il y a une lésion au grade de cancer ou adénocarcinome. Qu'est-ce qu'on a trouvé récemment aussi? Que E5, elle joue un rôle dans l'angiogénèse et elle joue aussi un rôle dans l'apoptose, ça c'est récent. Et à ce moment-là, on voit que finalement E6, E5, pardon, elle joue aussi un rôle dans la cancérisation et dans l'oncogénèse des papillomavirus. Un petit rappel aussi pour la structure de cette protéine E6. Pourquoi on l'a étudiée? On l'a étudiée parce qu'on a défini le site spécifique par lequel elle se fixe à P53 et on a aussi déterminé les résidus C-terminaux de E6, E7. L'intérêt, c'est pas un intérêt de diagnostic, c'est un intérêt surtout thérapeutique. On a essayé de produire des protéines qui bloquent ce domaine de transactivation, 1,42, pour trouver des molécules qui vont nous permettre ces molécules qui vont nous permettre à inhiber PC53 et qui ne se fixent pas PC53, et aussi le site 363, 393, le résidu, pour bloquer E6 pour qu'on n'aille pas se fixer. C'est sur le plan surtout thérapeutique pour trouver soit un vaccin thérapeutique et non pas préventif, ou des molécules carrément chimiques, des anti-E6. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas d'infection, dans le cycle normal de la population, sujet non contaminé, dès les premiers rapports sexuels, il y a une contamination. Au bout de quelques mois, on a les débuts de lésions. Par contre, il y a une réponse immunitaire. Dans cette réponse immunitaire, grâce à cette réponse immunitaire, aux défenses immunitaires, on a à peu près 80-90% avec production d'anticorps anti-L1, parce que contre la protéine de la capside, la majeure de la capside, qui est immunogène, on a 80-90% des sujets infectés, hommes ou femmes, qui vont guérir. Seulement 10 à 20% qui vont y avoir l'ADN persistance, la latence, et cette latence du virus, que quand il se réactive dans la réactivation, il était que infectieux, il y avait que L1, L2, E1, E2, E4, E5. Eh ben, avec la réactivation au bout de quelques années, eh ben, E2, elle est inhibée, et à ce moment-là, E6, E7, elle se développe, et le virus devient oncogène avec des lésions, soit néoplasie grade 1, soit néoplasie grade 2 ou 3 avec cancer. Et ce qu'il faut retenir, c'est cette persistance des HPV. Les HPV bas risque, leur clairance, leur élimination du corps humain, elle se passe entre
4 et 9 mois. Alors, les HPV haut risque, ils persistent 12 à 18 mois. On va voir les conclusions après. Qu'est-ce qu'on va donner comme conseil à nos chers médecins et aux gynécologues obstétriciens? Ce qu'il faut retenir, un résumé un peu plus détaillé, c'est que l'épithélium normal, infection HPV à haut risque, dérégulation et surexpression E6, E7, comme je viens de l'expliquer, intégration virale, on peut avoir une lésion de grade 1 qui va régresser grâce à la réponse immunitaire. On peut évoluer vers le néoplasie grade 2 avec instabilité génétique du génome viral et génome cellulaire, échappement aux défenses immunitaires, inactivation P53, multiplication des centrioles. À ce moment-là, on peut évoluer vers néoplasie grade 3, immortalisation. Si on ne fait pas de dépistage ni virologique, ni cytologique, ni colposcopique par le gynécologue, on peut louper une patiente et à ce moment-là, on va évoluer vers un cancer invasif ou un adénocarcinome, donc avec le rôle E6, E7. Là, c'est deux schémas juste pour vous montrer qu'un épithélium au niveau de la zone de jonction normale, par contre, chez la même personne, une néoplasie grade 1, un côté où il n'y a pas de lésion du tout normale, une néoplasie grade 2 et une néoplasie grade 3. Où va prélever le gynécologue ou le médecin généraliste? Eh bien, certainement, grâce à l'acide acétique, puis après au glucose, il va voir la lésion la plus sévère et la plus importante. Et il vaut mieux prélever au niveau de la lésion plus sévère, mais même faire plusieurs prélèvements, pourquoi pas, pour ne pas louper le diagnostic. Car si on prélève ici, on va rendre négatif ou normal, alors que non, il y a 3 lésions sur la même personne. Comment on explique et comment on définit qu'un HPV est au risque ou bas risque? Eh bien, on a dosé la PC-3 en dosant un témoin en PCR et on a constaté que l'HPV 11, la PC-3, elle reste un taux normal avec le temps, alors que l'HPV 16, comme il produit E6 oncogène, E6, elle inhibe PC-3, elle l'élimine et à ce moment-là, on a déterminé que l'HPV 16, il va détruire la P53. Alors, l'HPV 11, eh ben non, elle reste stable. Donc, HPV 16 est oncogène, HPV 11 n'est pas oncogène. Pareillement, on a dosé donc ici la E6 et on voit que l'HPV 16, il provoque une E6 élevée dans le temps par rapport à PC53 qui chute ici. Et on a déterminé la production selon les HPV. Vous voyez, on a constaté que l'HPV 56, il produit énormément de E6, alors qu'il est moins fréquent dans l'oncogénèse que le 16, le 18 ou le 68, et voire le 31. Et comme ça qu'on a pu définir que l'HPV 16 est oncogène, l'HPV 18 est oncogène parce que ça chute, alors que ici, pardon, non, je reviens, excusez-moi. Ici, l'HPV 6, 11 et 42, 26 ne sont pas oncogènes. Vous voyez ici le 42, il n'est pas oncogène. Vous voyez le 83, alors 97 oncogène. Donc, en dosant la P53 en fonction de E6 et on voit comment on arrive à classer. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu découvrir que le 70, il est devenu oncogène. Le 73 aussi moins, le 82 et le 83, alors qu'on ne le savait pas il y a 3-4 ans. Et voilà comment on a classé les HPV selon la production de E6. Vous voyez, production E6 en dose lecture par nanogramme. Et vous voyez, le plus fréquent, c'est le 56, le 31, le 66 et le 16, il vient un peu plus tard, hein, l'HPV 16. Le 18, il est là. Et le 16, il est un peu plus loin. Voilà, il est par là, le 16, il est là. Voyez, alors que ce sont les plus oncogènes. Par contre, le C53, vous allez voir que l'HPV C53 en France, il arrive en deuxième position après l'HPV 16. Là aussi, on a fait ce dosage et on voit que finalement, l'HPV 11 et 61, la PC53, elle reste à un taux élevé, alors que l'HPV 18, C53 et C56, on perd cette protéine et on les a classés ici, les oncogènes, par rapport à un marqueur qui reste intact. Et vous voyez ici la bêta-tulubuline qui est un marqueur, un gène cellulaire. Et on arrive à classer tous les HPV oncogènes par rapport au bas risque ou bien au cutané, le 6 et le 1, et ainsi de suite. Par rapport à la persistance, j'ai trouvé cette méta-analyse de 2012 qui ont étudié à peu près plus de 3000 articles et sur 4200 articles,
86 études ont été retenues. Qu'est-ce qu'on a constaté? Nous avons constaté une persistance de l'HPV 16, 31, 33, 52. Cette persistance, elle est aux alentours de 12 mois pour l'HPV 16, 10 mois pour l'HPV 18, par contre, à peine 9 mois pour les HPV bas risque. Par contre, ce qui est marrant aussi, c'est les patientes qui sont HPV+, par contre, cytologie normale. La cytologie, elle rend normale. Eh ben, nous avons constaté chez les patientes cytologie normale, c'est-à-dire qu'on allait leur dire, revenez dans 3 mois, dans 3 ans, parce que vous êtes normal, il n'y a pas d'anomalie. Alors, c'est faux. Elles sont HPV+. Dans l'HPV haut risque, 11 mois, et l'HPV bas risque, 10 mois. Et donc, qu'est-ce que nous constatons? Que, attention, quand c'est une cytologie normale, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas contaminée par l'HPV, et on va voir les nouvelles décisions. Et donc, dès que vous avez des patientes chez lesquelles, pour la première fois, on vous rend un HPV positif, quelle que soit la cytologie normale, ascus, LCIL, ACIL, léosquamous intraépithélial, lésion bas grade ou lésion haut grade, à ce moment-là, vous refaites le test à 12 mois. Mais vous allez voir que non, quand il y a une lésion bas grade ou haut grade, il y a un autre protocole qui a été défini en 2002. Certainement, vous le savez mieux que moi, mais je vais vous le confirmer tout à l'heure. Mais dès que vous avez une cytologie normale et un HPV positif, vous refaites l'HPV à 12 mois. Ça ne sert à rien de le faire dans les 3 mois ou 6 mois parce que vous allez le trouver positif et vous allez perdre du temps et vous allez paniquer la patiente. Justement, la Haute Autorité de Santé, en 2022, en plein Covid, ils ont déterminé la détection de l'ARN du papillomavirus humain à haut risque dans le cadre du dépistage primaire du cancer du col, le 16 décembre 2021. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Parce que la loi, elle disait faire un dépistage basé sur l'ADN, parce que l'ARN, ça donne aussi des faux positifs, des faux négatifs, parce que, je ne veux pas tout lire, c'est juste pour vous dire que les sociétés savantes, avec la Haute Autorité de Santé en France, nous avons évalué des tests ARN, des tests ADN, et on a donné la priorité aux tests ADN, parce que la Direction générale de la santé a saisi la HCS pour savoir si la détection de l'ARN de l'HPV peut être réalisée au même titre que la détection de l'ADN dans le cadre du dépistage primaire des lésions précancéreuses du col utérin chez les femmes 30 à 65 ans. Question 1, est-ce que la validité diagnostique des tests est différente de la validité diagnostique des tests ADN validés pour la détection des lésions précancéreuses du col utérin dans un contexte de dépistage primaire? Question 2, quelle est la performance longitudinale des tests ARN comparée à celle de l'ADN? Question 3, est-ce que la validité diagnostique des tests ARN sur un autoprélèvement est égale au test ARN sur un échantillon syndical collecté par les cliniciens, médecins ou sages-femmes ou gynécologues? Et donc, dans la loi française, pour la résumer, je préfère passer directement. Donc, le dépistage en France, il est purement cytologique chez toutes les patientes de 25 à 30 ans. On fait que la cytologie, réalisée sur 2 examens cytologiques à 1 an d'intervalle. Puis 3 ans, si le résultat des 2 premiers est normal. Donc, je résume, je répète, chez les personnes moins de 30 ans, entre 25 ans et 30 ans, on fait qu'un frottis cervico-utérin à 2 reprises. Si les 2 frottis sont négatifs, on rassure la patiente dans 3 ans. Pourquoi on ne fait pas l'HPV? Parce qu'elles sont en pleine activité sexuelle. Dès l'âge de 17 ans, on est en Europe 15-17 ans. Donc, on va trouver un grand nombre de jeunes filles, moins de 30 ans, entre 25 et 30 ans, HPV+, et qui va nous orienter à faire plus de dépistage, plus de colpo. Par contre, la loi, elle est très claire et précise. Pour les femmes âgées de 30 à 65 ans, l'HAS, elle recommande le test HPV à ADN et pas ARN, qui remplace l'examen cytologique. L'autoprélèvement vaginal constitue une alternative au prélèvement cervical par un professionnel. Pourquoi on le fait? Parce que nous avons constaté beaucoup de ratés avec la sécurité sociale, parce que le dépistage organisé en France, c'est que la sécurité sociale, elle envoie à toutes les patientes en 30 ans 65 une étiquette avec un code barre, même avec une enveloppe, même avec une spatule à nez couvillant. Faites cet autoprélèvement et vous le mettez dans une enveloppe timbrée. Déjà, elle est envoyée par la sécurité sociale pour encourager le dépistage, parce qu'on a constaté qu'il y a moins de femmes qui viennent vers le gynécologue, vers le médecin généraliste pour se faire dépister. Encore au Maghreb, c'est encore plus et pire. Les femmes, elles ne vont pas, parce que dans les petites villes, soit elles ont peur ou elles sont timides ou le mari ne la laisse pas partir. Donc, c'est une
très belle initiative si les gynécologues, les médecins généralistes, les sages-femmes, même les infirmières peuvent le faire. Si on peut distribuer les autoprélèvements et qu'on mette l'enveloppe et qu'elle la dépose à la poste ou qu'elle la ramène elle-même, parce que la poste peut-être ne sera pas de fonctionnement, il va y avoir de la perte des échantillons, qu'elle la dépose chez le médecin ou chez l'infirmière ou la sage-femme, c'est une très bonne initiative et pourquoi pas, on va gagner dans le recrutement. Surtout, ce tableau, je vais rester un peu plus longtemps. Voilà ce qu'on a décidé en France, dans les pays européens, dans toute l'Europe maintenant. La France était un des pays qui était très en retard par rapport aux pays nordiques, au Canada et aux États-Unis. Nous sommes en train de rechercher s'il y a un HPV au risque ou pas qui cause un cancer. Donc, tous les 20 années précédentes, quand on ne s'est basé que sur le frottis, vous avez compris qu'on a laissé 50% de femmes dans lesquelles on a dit cytologie normale, revenez dans 3 ans, c'est qu'elle était un HPV+, avec un HPV au risque positif. Et donc, on a changé cet algorithme et nous avons dit le test HPV en premier. Si la patiente a les résultats négatifs, on la laisse tranquillement 5 ans. 5 ans parce que nous avons constaté quand une femme elle a attrapé une infection récente, si on arrive à la dépister récemment, c'est qu'il fallait attendre 5 ans pour qu'elle développe une lésion bas grade ou haut grade ou un cancer, mais le cancer souvent en 10 et 15 ans. Donc négatif, 5 ans. Par contre, résultat positif, dans un premier temps, examen cytologique obligatoire. Nous, qu'est-ce qu'on fait ici à Lyon, chez moi, dans notre labo? Dès qu'il est positif, j'ai rajouté une analyse, on voit l'anapathe. Donc, on envoie l'échantillon, le TIL PrEP ou le pré-serviste ou quel que soit le milieu de culture que vous avez, le milieu de transport, on envoie l'anapathe. C'est que l'anapathe, elle rend résultat négatif. Un HPV au risque, résultat négatif. Hop, qu'est-ce qu'on a dit? Persistance 1 an à 18 mois. Donc, elle teste à 1 an. Si à 1 an, la cytologie, elle a dit négatif, le premier. Tout de suite, le premier. Résultat à 1 an. Le test HPV à 1 an. Négatif, ah ben on est rassuré. La patiente, elle est guérie, elle n'a plus l'HPV. À ce moment-là, revenez dans 5 ans. Si le résultat est positif, à ce moment-là, colposcopie et l'examen gynécologue avec l'obstétricien, avec le traitement. Par contre, si dès le premier prélèvement, HPV au risque, examen cytologique, il montre ASCUS positif ou LCIL ou ASCIL ou ASCASH, à ce moment-là, colposcopie immédiatement et prise en charge thérapeutique et chirurgicale. Voilà. Ça, c'est très important, cet algorithme, pour l'apprendre et l'afficher dans vos cabinets et surtout l'enseigner aux sages-femmes, aux infirmières, aux médecins et aux gynécologues. Sur le plan test, il y a eu une très, très belle évolution. Dans les années 90-2000, on n'avait que des tests d'hybridation et d'amplification de signal. Donc, c'était moins sensible. C'était pas une PCR. Et puis l'évolution, on avait le test hybride capture qui était connu dans les années 90, 2000, pardon, où tout le monde l'a utilisé et on était content. Par contre, la sensibilité, elle était moindre. Après, on a développé la PCR et la LCR, ligase chain reaction, ou bien PCR polymerase chain reaction. On a augmenté dans la sensibilité et la spécificité. Et après, on a développé carrément la real-time PCR avec vraiment des cibles, plusieurs cibles. Et là, on a augmenté la sensibilité des tests avec le progrès, comme si c'est le téléphone avec une manivelle dans les années de 60, 70. Après, avec les numérotations de 0 à 9. Après, l'iPhone, non, Nokia. Et après, l'iPhone 2 ou 4. Et après, l'iPhone 14 ou 15 ou 16. Les tests, on a plusieurs tests. On a soit des tests de dépistage qui dépistent 14 HPV, comme c'est décrit ici, le 18 jusqu'à 68. Mais vous voyez, ce test, il ne dépiste pas le 53, il ne dépiste pas le 70, pas le 83, pas le 85, pas le 82. Et c'est un test qui dépiste l'ARN messager, E6, E7. Eh bien, ce test, moi, je l'ai, mais je ne l'utilise pas. Parce que le même automate qu'on a, qui fait ça, il nous fait le test Covid et les tests respiratoires grippe, VRS, rhinovirus, grippe A et B, par influenza. Je ne l'utilise pas et vous allez comprendre pourquoi. Ce test au logique qui dépiste aussi 14 HPV, 16-18, pas le 53, pas le 70. Pareil, il est basé donc sur l'ADN. Je peux l'utiliser, mais je ne l'utilise pas parce que vous allez comprendre aussi. Le Qiagen hybride capture 2, j'ai l'automate,
mais je n'utilise pas le réactif parce que je les ai évalués. Vous voyez ici pareil, 14 HPV, mais il n'y a pas le 53, il n'y a pas le 70, il n'y a pas le 66 ici, le Daigen. Ici, Roche Amplicor, lui, il y a deux types. Il y en a qui dépistent 13 HPV, mais il nous dit juste, il y a un de ces 13. Par contre, eux, ils nous disent 16, 18 ou autre. Ils disent pas le 33, le 135. Pareil, lui, il dit 16, 18 ou autre. Pareil, lui aussi, 16, 18 ou autre. Lui, il est très bien. Seulement, c'est une bandelette. C'est un Western blot. Et vous voyez, il dépiste 28 HPV basé sur la phase L1. C'est très bien. Il dépiste l'ADN. Par contre, il dépiste ses bas risques, 6, 11 et le 70, il est classé bas risque ici. Il dépiste le C3, on est content. Par contre, c'est des bandelettes à l'œil nu. Et comment vous allez déterminer un faible positif et comment vous allez déterminer le multi-infection, il est un peu astreignant, difficile à interpréter, surtout quand vous avez 2 ou 3 bandes faibles. Mais il est très utilisé, il est utilisé même par le Centre national de référence en France et par l'INCA. C'est le test que j'ai utilisé pendant 13 ans dans notre laboratoire. Il dépiste 35 HPV. L'ADN, basé sur un segment de 450 paires de bases, il me dépiste les 20 hauts risques dans le C3, le 70, le 82, le 83 et 15 bas risques. Donc, c'est un très bon test. Et grâce à ce test, je reviens dessus tout à l'heure, et on a ce test qui n'est plus sur le marché, qui dépiste à peu près 24 HPV, voilà, 6 bas risques et 18 hauts risques, et qui nous définit, seulement il est en lame, avec une lecture en fluorescence, donc c'est un peu pénible aussi. Ce test, il a été retiré complètement du marché, biomérieux, nucléescence, il dépistait que 5 HPV, mais E6, E7 ARN messager. Roche Linéaire Arrêt, à lui, il dépiste 36 HPV et il nous définit tout cela. Seulement, ils l'ont retiré du marché parce qu'il est lent, aussi difficulté d'interprétation. Et donc, Abbott, c'est un automate, il fait 2 PCR, mais il nous dit que 16-18, mais il ne nous dit pas les autres, il dit autres, mais vous ne le saurez pas. C'est ça les automates Roche. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté soit des tests de dépistage qui disent, il y en a un de ces 14. Il y en a d'autres qui disent 16, 18 ou autres. Et puis, il y en a qui génotypent, inogénétique, Génomica, Greiner, Biomérieux, Roche Linéaire. Seulement, il y en a qui dépistent 37, 35, 28, 14, 14, 13, 13, 13, 5 HPV. Je vous ai dit, il a été retiré du marché. Ceux qui dépistent tous en même temps. Par contre, tous ceux-là, ils sont dépistés par lui. Par contre, tous ceux qui sont là, ils ne sont pas dépistés par ceux-là. Et donc, si vous avez une patiente avec lésion et qui a 70, on va vous rendre nec, vous allez dire dans 5 ans. Le 73, le 66, le 68. Et donc, ça pose un problème pour des tests qui sont incomplets. Et vous voyez, tous ces tests qui sont en brillant jaune, par rapport à notre test Genomica, eh ben, ce test, il ne dépiste pas cela. Ce test, il ne dépiste pas le test inogénétique, il ne me dépiste pas cela. Ce test Greiner, il ne dépiste pas tout cela. Eh ben, et regardez, Roche, celui-ci, il ne dépiste pas cela. Et puis, Biomérieux, eh ben, vous voyez, il ne dépiste pas 30 HPV que je dépiste par mon kit du labo. Donc, selon le test, et voilà notre test, ça c'est l'ADN plasmide HPV, ça c'est le contrôle, c'est-à-dire pour chaque test, pour chaque patiente que vous prélevez, je peux vous dire que vous avez bien prélevé, monsieur le gynécologue de Schleff, ou de Bourkadil, ou d'Alger, ou de Blida, ou de d'Adrar, eh ben ça c'est le témoin ADN cellulaire qui doit être révélé. Ça c'est mon plasmide. Et cette patiente, eh ben, elle a au moins 4 HPV qui sont révélés à 3 niveaux différents. 1, 2, 3. Celui-ci aussi 1, 2, 3. Celui-ci aussi ici 1, 2, 3. Et celui-ci aussi 1, 2 et 3. Donc cette patiente, elle a 5 HPV à la fois, une multi-infection. Donc ce test, il est très efficace parce qu'il me permet de déterminer lequel des HPV sur le même échantillon, la même manip, je dépiste 35 HPV, 15 bas risque, 20 hauts risque, et j'arrive à vous déterminer si elle est mono-infectée ou multi-infectée. Et surtout, grâce à ça, on a eu notre première publication en 2011, et c'est là où on a montré que l'HPV 16 chez nous, il est à 15%,
dans notre population lyonnaise, l'HPV 53 à 9%, 31 9%, 51 8% à peu près, le 18 qu'il est qu'à 3%. Alors dans toutes les publications du monde, ils disent c'est le 16 et le 18. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? J'ai raison pour la simple raison, c'est que les tests qui ont été utilisés pour les études de 2000, de 1999, 96, 2000, 2001, 2003, ils dépistaient pas le 53. Ils n'identifiaient pas le 51. Et ils n'identifiaient pas non plus le 70. Et donc, on a eu cette première publication pour laquelle on a été critiqué parce qu'ils ont dit c'est pas possible. Et après, on a confirmé par du séquençage que le 53, il devient en deuxième position en France. Et en plus, on a montré que les patientes dans la cytologie normale, 9,6%, 10% elles ont de l'HPV 16, 6% du C3, 6% du 31, et le 18, il est qu'à 3% à peu près. Celles qui sont ascus, le 16, il est élevé, le C3, 6, le 18, 2%, et celles qui ont des lésions au grade, 21%, elles ont du 16, 16% elles ont du C3, du 31, 11%, 10% du 42, 66. Ça, le 42, il n'est pas au risque, hein, mais il est surtout fréquent chez les VIH+, et puis vous voyez le 18. Et par contre, qu'est-ce qu'on a constaté? Que 2,2% des patientes qui ont un HPV au risque, elles font des lésions par rapport qui n'ont pas HPV au risque. Et pareil, celles qui ont le 66, 4,5% des patients font des lésions graves par rapport à celles qui n'ont pas un HPV au risque 66. Et Docteur Mekki, oui, tfadal. On a dépassé déjà les 30 minutes. Très bien. Allez-y. Donc, il faut conclure. Conclure, ce que je montre par cette étude et grâce au test de génotypage, on a le même taux de mono-infectés et de multi-infectés. Dans notre population, parce que nous sommes un CHU, la majorité des services de gynécologie sont des services référents. Donc, toutes les patientes qui présentent des signes graves, elles sont orientées vers nos centres hospitalo-universitaires. Et donc, dans notre population, on constate que 43% des patientes, elles sont mono-infectées et 44,5% multi-infectées. Alors, ce chiffre, peut-être, il serait moins dans la population générale. Peut-être elles sont plus mono-infectées que multi-infectées. Et ce que nous constatons aussi dans notre étude, que dans notre étude, 55%, elles ont la persistance de l'HPV 16, 51% 53, très important, qu'on n'avait pas du tout les données, 50% le 31, et regardez, 85% de la persistance du 66, 52% le 60. Pourquoi je montre ces données? C'est parce que le 42% le 18, parce que grâce à la vaccination, je termine avec cette diapo, grâce à la vaccination du gardasil non avalant, c'est-à-dire on est en train de vacciner maintenant avec un vaccin contre 9 virus, HPV 16, 18, 31, 33, 35, 52, 58 et 59. L'HPV 53 qui n'a pas été étudié du tout nulle part ailleurs dans le monde, 52%. L'HPV 31, 50%. L'HPV 66, 85%. Alors dans la méta-analyse, que 29%. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été recherché par tous les tests des études. Le 52, 60%. Le 58, 52%. Et le 18, 41%. Avec un Ki 2 très, très significatif. Et donc, l'intérêt de cette diapositive, c'est de montrer que le fait qu'on va vacciner contre 9 valences d'HPV, le 16, le 18, le 31, 33, 52, 58 et 59, c'est que certainement on va réduire et diminuer l'incidence de ces HPV, mais peut-être grâce au génotypage, on va constater que c'est le 66 ou le 53 ou le 70 qui va dominer dans le monde et qui va provoquer des lésions plus tard. Et par rapport aux tests qui existent sur le marché, quels tests nous allons choisir? Tout ça, c'est des tests qui existent sur le marché européen, américain, asiatique, africain. Eh ben, il y a des tests qui n'ont pas de contrôle cellulaire. Je ne peux pas contrôler si le prélèvement il est bon ou pas. S'il est négatif l'échantillon, je ne peux pas dire qu'il est vraiment négatif parce qu'il n'y a pas de contrôle cellulaire. Donc, il faut prendre un test où il y a la bêta-globine ou d'autres marqueurs tels que la LDH ou autres marqueurs. J'ai aussi les tests qui sont ADN ou ARN. Moi, j'insiste et j'encourage et j'insiste et je conseille de prendre des tests à ADN parce que l'ADN, c'est des virus latents intégrants. Alors, si vous prenez un test E6, E7 et surtout si vous prenez l'ARN messager, ce sont des bons tests, pas pour le dépistage, bons tests pour bons marqueurs de pronostic. J'ai trouvé une lésion, j'ai fait test d'ADN, j'ai trouvé positif, persistance, lésion, le gynécologue a opéré. À ce moment-là, quand il a opéré, j'utilise un test ARN messager E6, E7 pour voir si
ma chirurgie, elle a bien réussi et c'est la patiente est guérie. Donc, les tests ARN messagers E6, E7, c'est des tests de bon pronostic, alors que les tests ADN L1 ou E2 ou E4 sont de très bons tests de dépistage. Et puis, la majorité des tests, vous voyez, ils ont une sensibilité, la reproductibilité, elle est efficace 98, 100%, 98, 91%, elle est supérieure à 90% pour la majorité des tests, sauf pour ce test 88% dans ce cas-là. Par contre, la sensibilité dans le cadre de nos études chez les signes de plus ou C3+, vous voyez qu'elle est très efficace, 98, 100% de sensibilité et pratiquement 100% de spécificité, sauf pour quelques-uns. Ici, on est à 74% pour ce test. Eh ben, à ce moment-là, on dit je ne le prends pas. Pourquoi je vous montre cette diapo? Parce qu'en tant que gynécologue, vous pouvez orienter votre biologiste avec qui vous collaborez, soit qu'il soit un anatomopathologiste qui fait ce test, ou bien un virologue, ou bien un laboratoire privé, pour lui dire je souhaite tel test qui dépiste avec un contrôle cellulaire, avec un témoin positif, et surtout voilà la sensibilité qu'on souhaite. Et pour terminer, nous avons montré que le gynécologue, il est mieux classé. Tous ces prélèvements en rouge, c'est les prélèvements faits par nos collègues gynécologues et médecins. Et on voit que la sensibilité des prélèvements sur le test HPV, elle est meilleure quand c'est les gynécologues qui prélèvent par rapport aux autoprélèvements des patientes ici, qui est très importante pour les HPV. Conclusion. Le génotypage des HPV a une grande valeur diagnostique, clinique et épidémiologique. La prévalence, l'incidence et la persistance des HPV ne peut être donnée que grâce à des tests de génotypage sur les 35 HPV. La persistance des HPV, et en particulier des HPV au risque, constitue un bon marqueur pronostic et de prévention de lésions qui nécessite un suivi et un test à répéter dans les délais de 6 mois, surtout chez les signes 2, signes 3+, surtout après opération. Par contre, l'orientation, elle est à 12 mois pour étudier et déterminer une persistance ou pas. L'étude de la persistance des HPV nous permettra sans doute d'observer l'évolution des HPV en post-vaccination avec un éventuel risque d'émergence d'un autre HPV tel que le 53, 66 et le 70 et autres. Et donc, je maintiens et j'insiste que vous allez payer le même coût, que ce soit un test qualitatif qui vous dit juste un HPV au risque avec 14 ou un test qui va vous génotyper, identifier 35 HPV. Autant payer, dépenser, dépister, eh ben, faire un test du génotypage. Vous gagnez dans le temps, vous gagnez dans le précaution, vous évitez des lésions graves avec des traitements chimiothérapie, radiothérapie. Et donc, et surtout, si on introduit la vaccination en Algérie grâce à des journées comme celle de Schleff aujourd'hui, avec un rapport à monsieur le ministre de la Santé, à monsieur le président de la République, qu'on a un dépistage qui est très bon, le dépistage HPV viral, un très bon dépistage cytologique qui complète le dépistage virologique HPV. On a une vaccination et on a un test colposcopique et un thérapeutique par le gynécologue. On peut voir éliminer le cancer du col chez la femme. Et attention, l'homosexualité existe en Algérie, les immunodéprimés existent en Algérie. Quand examiner aussi les patientes au niveau anal et examiner aussi les hommes au niveau anal pour éviter tout cela et vacciner filles et garçons. Je vous remercie.